Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Par ici la lecture. C'est très simple, on vous présente un film avec des livres que nous inspire l'œuvre de cinéma. À chaque émission, un nouveau film, mais avant de vous présenter celui d'aujourd'hui, on accueille dans l'émission Florent et Chris. Bonsoir les garçons. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir. Mais un beau prince viendra avec les 3 clés magiques. Il délivrera la fée des djinns et il trouvera l'amour. Quand je serai grand, je délivrerai la fée des djinns. Non, c'est moi qui l'épouserai. T'as pas le droit. Il était une fois 2 enfants qui s'aimaient comme 2 frères. D'abord, ton pays, c'est ici. Tu y es né. Arrêtez. Lequel est Azur? Toi, tu restes ici. Tu es un grand maintenant. Que veux-tu faire de ta vie? Je veux aller dans le pays, de l'autre côté de la mer, et je veux délivrer la fée des djinns. Je m'appelle Krabou. Et toi? Azur. Si tu me portes sur tes épaules, je te guiderai et je parlerai pour toi. Je ne sais pas si vous aurez reconnu le film d'aujourd'hui. Un film de Michel Oslo sorti en 2006, une histoire d'amitié et de fraternité entre 2 garçons. L'un s'appelle Azur et l'autre Asmar. Et oui, c'est bien Azur et Asmar que l'on va interpréter à travers notre bibliothèque. Et pour commencer, Florent, tu as choisi Maggie, The Labyrinth of Magic. C'est ça. Je te laisse nous présenter le livre. Alors, Maji, c'est un manga qui a été écrit par Shinobu Otaka, si je dis pas de bêtises, et dessiné aussi par elle. Il a été publié en 2011 en France par les éditeurs Kurokawa et ça met tout simplement en scène les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Aladdin. En fait, ça reprend très largement les contes des Mille et une nuits. Donc, il y a des références aux personnages, aux histoires même. Et on va donc suivre les aventures de ce jeune garçon qui est accompagné d'une flûte qui contient un génie dedans, un génie sans tête. Et il va puiser ses pouvoirs là-dedans. On va voir que c'est un garçon spécial. Il va faire des rencontres et son but, c'est d'avoir des amis, tout simplement. C'est un shonen classique. Est-ce que ça t'a donné envie de lire l'histoire des Mille et une nuits après? Je me rappelle, j'avais lu quelques contes quand j'étais au collège, je crois. J'ai plus aucun souvenir, mais oui, du coup, ça m'a donné envie de me replonger dedans. Et puis, toute cette esthétique un peu orientale, même avec le film de Azur et Asmar, je trouvais que c'était sympa de faire le rapprochement entre les deux. Et puis même en termes de valeur, de ce que ça raconte, je trouve ça assez lié. Et du coup, pour toi, c'est quoi qui le rapproche du film au-delà des Mille et une nuits? Ou même si c'est juste uniquement les contes? C'est plus dans cette quête de recherche d'identité et de différence aussi entre les personnes qui fait une force. Dans l'œuvre de Michel Oslo, c'est clairement le thème principal, je trouve, entre la différence qui est une force et c'est ce besoin aussi de reconnecter avec ses terres natales et les membres qui nous sont chers. Et donc ça, dans Maji, c'est une des thématiques aussi principales. On va voir que c'est le fil conducteur et que tout simplement, les espèces de labyrinthes qui sont mis en scène dans ce manga, c'est un peu une métaphore des obstacles et tout qu'on peut rencontrer quand on essaye de renouer avec soi-même. Oui, puis c'est marrant, ça me fait penser à une scène de fin de Azur et Asmar, justement, le labyrinthe. Ouais, bien sûr, c'est très lié et l'image est directe. C'est vraiment toute cette esthétique qui est purement orientale et d'ailleurs, pour un manga, c'est assez inhabituel. Donc je trouvais ça aussi original de parler de ça. Et tu as choisi un extrait à nous faire écouter qui, pour toi, résonne parfaitement avec ton livre Ouais. dans le film. Je te propose qu'on l'écoute maintenant. Ouais, carrément. Azur, tu es un grand maintenant. Que veux-tu faire de ta vie? Je veux aller dans le pays, de l'autre côté de la mer, et je veux délivrer la fée des djinns. Tu plaisantes? Non, Le venin de cette sarrasine est toujours dans tes veines. Je n'aurais jamais dû l'employer. vous n'auriez jamais dû la chasser. Je devrais te punir pour ton irrespect. Ne me punissez plus. Aidez-moi. Qu'ai-je fait jusqu'ici? Quels que soient les obstacles, j'irai dans le pays, de l'autre côté de la mer. Je vais vers le pays de mes rêves et vers l'amour.
Est-ce que tu veux peut-être nous dire un mot, sur cet extrait que tu as choisi? Ouais, alors c'est un extrait qui, part, de tout simplement la volonté d'Azur de s'en aller, de retrouver ses terres natales, et d'aller de l'autre côté de la mer. Donc il confronte son père. Donc il est, dans une bourgeoisie totale, hein, son père, représente la noblesse, l'autorité et il y a ce combat, en fait, entre les autorités dans Magic, que je trouve qui fait écho aussi à Azur et Asmar. C'est que, toute forme d'autorité est représentée. Donc là, c'est le père, il y a aussi la noblesse et tout simplement dans l'œuvre, c'est des choses qu'on va voir, de manière très récurrente et c'était un bon point de départ, je trouve, pour faire le lien entre ces 2 œuvres, puisqu'après, toutes les aventures commencent à partir de là. OK, bah, écoute, ça me branche totalement d'aller lire ce manga après l'émission. Ouais, bon courage parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes. Il y a aussi une, série d'animation donc qui, adapte, pas l'entièreté je crois, mais il y a au moins 2 saisons donc si jamais. OK, trop chouette et toi, Chris, est-ce que tu connaissais, Magi: The Labyrinth of Magic? Alors non, pas du tout. Je ne connaissais pas du tout et j'adore ce genre, personnellement d'ambiance et de surnaturel un petit peu. Donc je vais forcément m'y pencher, dessus à un moment donné, ou à un autre. Qui plus est, un de mes livres de chevet préférés, c'est Les Contes des Mille et Une Nuits. D'ailleurs, alors peut-être pas commencé la lecture avec ça, mais il y avait toute une série de livres que je lisais assidûment tous les soirs quand j'étais enfant et c'est une, série qui, retrace les contes et légendes de différents pays. Donc il y avait Contes et légendes, d'Algérie, Contes et légendes de Tunisie, Contes et légendes, du Maroc, Contes et légendes de Malaisie, Contes et légendes de l'Inde, Contes et légendes du Japon. Je vais peut-être m'arrêter là, mais vous avez compris le principe. Et c'était passionnant parce qu'on voyait, peut-être pas les mêmes histoires, mais les mêmes enjeux racontés différemment, avec de temps en temps une morale, une leçon un peu différente selon les pays. Et c'était passionnant. Et les contes, c'est rien de plus que ça, hein. C'est apprendre le pays, en fait, apprendre d'où l'on vient, nos racines, à mon sens. Mais c'est vrai que je trouve que dans la vie adulte, on s'éloigne beaucoup des contes et revenir, vers les contes avec un livre de chevet ou avec un manga ou même, en animé, ça peut être, très plaisant à faire. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire, sur, ce manga, Florent? Bah, écoute, moi je vous conseille vivement de le lire ou de voir l'adaptation aussi qui est très, très bien, qui est très qualitative pardon et puis voilà, Est-ce que peut-être si tu t'en rappelles le nom de l'autrice? c'est Shinobu Otaka, si je prononce bien. Chris, toi, tu voulais nous parler de, L'Ange et le réservoir de liquide à frein, qui me fait très rire comme nom de roman. Alors c'est très drôle comme nom de roman effectivement, et le roman l'est aussi, parce que c'est un polar un peu second degré, avec pas mal de jeux de mots, des situations ubuesques. Alors pourquoi Azur et Asmar m'ont fait penser à ce polar décalé? C'est un peu tordu comme raisonnement, et je m'en vais vous l'expliquer. J'aurais pu partir sur des histoires d'amitié, il y en a eu des tonnes hein, de racontées dans les livres ou sur les contes. Je répète, hein, les contes des Mille et Une Nuits, moi c'est un de mes livres préférés. Et pourtant, je suis parti sur une sensation que le film me donne. Je suis parti sur la sensation de l'ami perdu, en fait, qu'on croit être là pour toujours et puis qui nous est arraché. Et tout de suite, moi, ça m'a fait penser à ce livre-là, donc L'Ange et le réservoir de liquide à frein, écrit par Alix de Saint-André, qui raconte donc une enquête sur des meurtres qui se situent dans un couvent dans les années 60-70, dans la France de Pompidou. Et donc ça se passe dans un couvent, c'est des adolescentes qui mènent l'enquête. Elles sont ces deux amies comme les doigts de la main. Puis à la fin du roman, ben voilà, elles se perdent de vue et on a un épilogue où elles se retrouvent et où ben rien n'est comme avant quoi. Elles se sont tellement éloignées et cette angoisse que moi j'ai eue dans le film, c'est la même angoisse que j'ai eue en lisant l'épilogue de L'Ange et du réservoir de liquide à frein. Donc vraiment, je suis parti sur un petit détail hein, et sur une sensation plutôt que sur l'œuvre en elle-même, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé à la vision de ce film et à la lecture du livre. Ouais, je trouve ça marrant que tu dises ça, que ça t'a angoissé cette, rupture entre les 2 amis parce que moi je trouve ça plutôt, triste et vraiment j'ai ressenti plutôt de la colère quand, Asmar et sa mère se font chasser mais
Après, bien à toi de trouver ça angoissant, mais Oui, mais moi, je suis dépendant affectif, donc tu m'arraches mes amis, je me jette. En plus, là, c'est son frère, carrément. Bah ouais, tu imagines? C'est la catastrophe. je ressens plus de la colère envers, le père d'Azur. Ouais, mais le père, il représente, quoi? Il représente, les obstacles de la vie, quoi. Ça peut être, tu déménages, voilà, ton pote, ton frère déménage ou il se marie, cet abruti. Et voilà, c'est vrai, j'ai vraiment pris ça comme une métaphore, comme tous les contes le sont. Après, pour en revenir au livre, c'est écrit par Alix de Saint-André, qui c'est une personne croyante, hein, elle croit en Dieu, donc ça se sent quand elle écrit le roman. Elle parle dans le thème du livre un peu, c'est le deuxième concile du Vatican, avec les conseils un petit peu liturgiques. Est-ce qu'on continue la messe en latin ou pas? Enfin, tous ces changements qui ont eu lieu dans les années 70 par le Vatican pour faire un peu plus moderne, et je mets moderne entre guillemets, est-ce qu'il le fallait ou est-ce qu'il ne le fallait pas? Donc ça met en scène un petit peu cette rivalité, un peu à la Umberto Eco, hein, et le nom de la rose. Et par contre, c'est écrit de manière vraiment très drôle. C'est vraiment une satire de la société de l'époque. Les personnages sont, ça fait un peu cliché de le dire, mais les personnages sont truculents. Donc on a une nonne qui aime faire le ménage, on a une élève un petit peu pataude, très violente, mais qui a le cœur sur la main. On a un jeune curé qui vient d'Afrique parce que l'évêché ne trouve pas de remplaçant à un prêtre qui issu du village où se situe le roman, c'est dans la Loire. Donc on voit l'adaptation, on voit ses idées. Enfin c'est vraiment une satire de toute cette époque-là et d'une France qui est en train de changer. Jusqu'à la fin, qui moi m'a angoissé terriblement. Donc si vous ne voulez pas, si comme moi vous êtes angoissé par les histoires d'amitié qui se terminent, ne lisez pas l'épilogue. Arrêtez-vous juste avant. Tu t'es fait violence. T'as tout lu? Ouais. Ah, l'angoisse. Donc voilà. Je voulais savoir si jamais tu avais choisi un extrait dans le film pour illustrer ce rapprochement avec le livre. Ben, devinez quel extrait j'ai choisi. J'ai choisi l'extrait de la séparation, forcément. Mais je l'écouterai pas parce que je vais pleurer sinon. Montez. Tu vas désormais étudier en ville et loger chez monsieur ton précepteur. Ta malle est déjà chargée. Au revoir, mon fils. Étudie bien. Et évite les mauvaises fréquentations. Mais il faut que je me lave. Tu en auras tout le temps là où tu vas. Mais je dois dire au revoir à ma nourrice. Non, tu n'as rien à dire à cette femme. Non, je ne veux pas partir. Laissez-moi. Vous n'avez pas le droit. Laissez-moi tranquille. Je n'ai plus besoin de vous. Partez. Comment? Vous comprenez quand on parle? Vous êtes inutile ici. Je vous renvoie. Mais où vais-je aller avec mon enfant? Ce n'est pas mon affaire. Où est Azur? Ce n'est pas votre affaire. Il est parti dans une voiture. Sans nous dire au revoir? Il avait mieux à faire. Sortez. Mais je dois préparer mes bagages. Non. Tout ce qui est ici est à moi. Vous partez avec ce que vous avez sur le dos, c'est tout. Allez. Asmar! Disparaissez avant que je ne me fâche. Bon, bah, tu nous as déjà expliqué pourquoi tu as choisi cet extrait, mais il me semble que tu voulais lire un passage du livre aussi. Effectivement. Alors, préparez vos petits thés chauds et on écoute Chris. On y va. Elles ne se revirent que 20 ans plus tard, ou presque, à Djibouti. C'était juste avant la guerre du Golfe, il faisait une chaleur écrasante et les uniformes s'écroulaient en terrasse. Hélène en portait un, tout blanc, dont le chapeau était un peu ridicule. Elle était médecin-capitaine à bord du Clémenceau. Elle disait le Clem, l'une des 2 seules femmes embarquées à bord. Entourée d'une nouvelle muraille de garçons à cheveux courts, elle avait toujours une fossette à la joue droite et le même franc sourire que Stella s'étonna de voir débarrasser des ferrailles de son appareil dentaire. « Et toi, tu fais quoi? Tu prends un pot avec nous? Tu te souviens de cette bonne sœur? Comment l'appelait-on déjà? Belphégor, non ?» Stella dit qu'elle ne savait plus. Non, bafouilla un prétexte et s'enfuit pour aller dévorer avec ses doigts le poisson à chair blanche que le Yéménite sortait dans la nuit de son four brûlant sur du papier journal. Hélène avait rejoint le monde lisse des héros. Eh bien, ce passage-là m'a foutu une angoisse pas possible. Je me rends compte qu'en le lisant, il n'y a rien d'angoissant, mais moi, je vous assure que ça m'a angoissé. Disons que tu as le contexte de l'histoire en tête, donc c'est vrai que l'extrait fonctionne plus.
Parce que pendant 400 pages, elles sont amies, elles enquêtent, elles échappent à la mort, etc. Et puis tout ça, la vie, quoi. Tout ça pour rien. Tout. Oh mon Dieu, changeons-nous les idées. Alix de Saint-André a écrit autre chose aussi. Elle a écrit Archives des anges. Et c'est une enquête sur les anges et sur toutes les créatures des 3 religions monothéistes. Alors, elle a enquêté sur les anges dans le Coran, le Talmud et la Bible pour essayer de voir comment ils vivaient, comment ils s'habillaient, comment ils menaient leur barque, etc. Donc, si le sujet vous intéresse, des djinns, des ifrites, tout ça, vous pouvez lire ce livre, mais sachez qu'il a été écrit par une personne qui croit en Dieu. Donc, grosso modo, ça veut dire que tout est vrai pour elle. Qui relie totalement bien l'histoire de la fée des djinns et la fée des elfes dans le film d'Azur et Asmar. Florent, toi, tu connaissais ce roman de... J'ai oublié l'autrice, mais que Chris nous a présenté. Pas du tout. Découverte pour ma part. Et ça a l'air assez original quand même, comme façon de raconter les récits. Déjà, un polar assez... dans un ton assez de comédie. Je trouve ça intéressant. Et puis l'extrait m'a quand même paru assez cool. Oui, j'avoue que j'ai aussi envie de comprendre l'extrait et lire les 400 pages d'avant. Ouais. C'est vrai que c'est assez mystique, mais ça donne envie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce roman, Chris? Peut-être redire le nom de l'autrice? Oui, c'est Alix de Saint-André, et son livre, c'est L'ange et le réservoir de liquide à frein. J'adore ce titre. Le titre de fou. Eh bien, c'est mon tour, sobrement. Moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Dernier Elfe de Silvana De Mari. Donc c'est un livre qui est en italien, mais qui est traduit en français. C'est un petit peu de sens parce qu'il y a une histoire de langage dans ce livre. C'est l'histoire d'un jeune elfe, très jeune elfe, qui a quitté sa famille et son village un peu en catastrophe, mais qui connaît pas grand-chose au monde des humains. Et notamment la langue, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et il apprend le langage des humains au fur et à mesure du roman. Donc au début, il parle vraiment pas très bien le français, on va dire, mais la langue des humains. Et il va au fur et à mesure beaucoup mieux comprendre et le parler. Et c'est pour ça donc que je l'ai connecté au film, parce que quand Azur débarque dans ce pays, il a l'impression de connaître la langue, mais en fait, il comprend pas vraiment tout. Et quand il essaye de parler, les gens le fuient. Bon, c'est pour d'autres raisons, mais je sais pas, je trouvais ce côté très intéressant de le relier au film. Donc plutôt sur le langage. C'est ça, tout à fait. C'est assez intéressant, ouais. Un autre aspect. Et dans le roman, on le voit, on suit son apprentissage du langage, comment il déchiffre tout ça. C'est bien, on est bien dans ce trip-là, ou c'est vraiment à la périphérie du roman? C'est ça, il y a même, en fait, c'est un roman omniscient, d'un point de vue omniscient, et donc on va suivre le jeune elfe, on suit pas du tout les humains. Et quand le jeune elfe ne comprend pas quelque chose, justement, on va pas forcément comprendre nous non plus. On va peut-être comprendre parce que c'est décrit d'une manière à ce que nous, le lecteur, comprenne, mais que l'elfe ne va pas comprendre et ne va pas réussir à interpréter. Et du coup, ça va créer beaucoup de quiproquos dans le livre, avec tout un tas de prophéties et d'aventures extraordinaires. Ok, super, c'est un roman d'aventure donc. Tout à fait. C'est aussi un peu pour ça que je le liais avec Azur et Asmar, pour 2 occasions. Tu peux rappeler l'autrice, s'il te plaît, Silvana? Silvana De Mari, qui est italienne du coup. Je me demande si j'ai pas lu un livre d'elle, ça me dit quelque chose. Je me suis pas renseignée sur sa bibliographie. Alors non, j'ai rien lu d'elle, je vois, je dis n'importe quoi, je la connais pas du tout. Dernier elfe, dernier orc et le chat aux yeux d'or. Tout à fait. Un peu prophétique, avec le dernier elfe et le dernier dragon qui vont réussir à se retrouver et faire revenir sur Terre, je sais plus quoi. Une prophétie. Ah bah super. Moi, ça me dit bien de creuser vos 2 recommandations. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, un petit peu le fantastique et le surnaturel, et la science-fiction, et les contes. Je vous propose d'écouter l'extrait que j'ai choisi par rapport à ce livre, qui raconte donc la rencontre entre Azur et le pays de l'autre côté de la mer, au moment où il entend des gens parler un langage qu'il reconnaît mais qu'il ne comprend pas. C'est la langue de ma nourrice. J'y suis. Oh, les pauvres gens. C'est la langue de ma nourrice, mais
Je ne comprends rien. Cela fait trop longtemps. Et ma nourrice ne parlait pas aussi vite. Mais il faut que j'y aille. Courage. همتم صباحا لسعادتي. Qu'est-ce que j'ai dit? Et du coup, si vous voulez, j'ai un petit extrait, du livre à vous lire. Je vais faire assez court, mais on comprend bien que l'elfe justement, apprend au fur et à mesure du roman. Ah oui, j'avais oublié le nom de l'elfe imprononçable, mais je peux tenter ça pour vous. Allez. Jorskrunsquarjolnerstrink était obligé de courir sans cesse pour ne pas se laisser distancer et il était terriblement fatigué. Il n'avait quasiment plus peur du chien et il avait même parfois osé le toucher sans pouvoir s'appuyer contre lui. Le chien l'avait laissé faire. Tu avoir encore une chose avec les grains jaunes? S'informa discrètement le petit. J'ai encore un épi, mais je voulais le garder pour ce soir. Si nous mourir dans la boue avant ce soir, qui mangeait l'épi? Tu as faim maintenant? Oui. Moi avoir... Non. Moi j'ai faim maintenant. Bravo, tu apprends vite. Alors, apprends cela. Si nous mangeons l'épi maintenant, ce soir ce sera dur de n'avoir rien. Peut-être le monde finit avant ce soir. Peut-être nous finissons avant ce soir. Peut-être je finis avant ce soir. Tais-toi et avance, garde ton souffle pour marcher. T'as pas menti sur le nom de l'elfe. Ouais, exactement. Il est compliqué. Eh bien, moi, ça m'a donné envie, malgré le nom de l'elfe. Je le rebaptiserai Paul. Je te rassure, à la lecture, on le zappe. Il a pas un surnom ou... Bah si, Yorsh, je crois, du coup. Ok. Oui, parce que si à chaque fois il est nommé comme ça peut être compliqué. Tout à fait. Mais il y a des quiproquos très drôles où il y a des gens de la haute société qui se présentent en disant je suis le juge, machin, bidule, chouette, et du coup, ils pensent que les gens sont comme lui et ont des titres à rallonge, enfin des noms à la rallonge. Ah oui, Ce d'accord. qui rend le truc très Ouais, drôle. ce côté de perception est quand même plutôt cool. Il a l'air d'avoir des idées, en tout cas, sur le point de vue, tout ça, de l'elfe. Tout à fait. Bah, je connaissais pas. Pareil. Écoute, bonne découverte. Je vous invite à aller lire ça, Sylvana Desmarais, Le dernier elfe, paru chez Albin Michel, que j'ai trouvé en vide-grenier, mais qui se trouve certainement autre part. Ok. Parfait. On mettra le lien de tous les livres, et notamment le manga, sur la page radioverse.fr de l'émission. Eh bien, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le film, un des livres? C'est vrai qu'au final, on n'a pas tant parlé du film, mais moi, ça a été très marrant de le revoir parce que du coup, je l'avais vu il y a très longtemps. Enfin, ça m'a fait un choc quand même de revoir visuellement à quoi ça ressemblait, parce que je trouve quand même que la 3D a mal vieilli, mais la direction artistique fait que c'est assez cool à regarder quand même, mine de rien. Et non, je trouvais ça très cool de se replonger dedans, et j'aime beaucoup toute cette esthétique orientale, et le travail de Michel Oslo est vraiment formidable. Je pense que la 3D était choquante, à cette époque-là aussi, mais Ouais, c'est possible, mais je m'en rappelle pas, moi. Je trouvais ça trop stylé. Eh ben, je vous confirme que c'était choquant à l'époque aussi, et que ça a été un gros frein pour aller voir ce film, que moi j'ai découvert que en DVD à l'époque, parce que je n'avais pas été convaincu par la bande-annonce et par l'animation. Je trouvais ça vraiment passé, quoi. Alors que c'était, soi-disant, le summum de la modernité et de la technique et de la technologie. Mais Ah, c'était vendu comme ça? ouais. Regardez ce qu'on peut faire en 3D. On fait des films encore plus vite, blablabli. Mais le film est sauvé par son histoire et par l'ambiance en fait générale. Et par ce qu'il représente dans la morale, c'est très fort quand même. et d'ailleurs, dans le DVD, le film n'est pas, sous-titré au moment où certaines personnes parlent, arabe. Enfin, oui, si, c'est arabe. Oui. Enfin, il est pas sous-titré ni Oui, doublé, oui, c'est vrai. ce qui laisse vraiment, dans l'immersion. C'est un point important à noter, hein. Ça, c'est super, c'est une super idée. On comprend quand même, Oui, tout parce à que, fait. enfin, avec la gestuelle, les regards, tout ça, il y a un travail qui est fait là-dessus, je trouve quand même, dans le langage corporel. Et bah, c'est encore une fois de plus pile dans le propos, donc dans le langage qui est vraiment universel, quoi. Carrément, et dans les musiques aussi, sublime. Et il faut souligner aussi que, dans le doublage, Michel Oslo a voulu ne choisir, que des personnes, pas connues, et il y a juste, Patrick Timsit qui était vraiment, connu, mais
mais parce que ça correspondait bien au rôle, pour lequel il a auditionné. C'est le marchand. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, merci, Florent, merci Chris. J'ai adoré, redécouvrir Azur et Asmar de cette manière-là, même si on a beaucoup moins parlé du film, c'était une toute autre manière d'en parler. Bah, merci à toi pour l'invitation. Mais merci à toi et c'était un plaisir. Je reviendrai. Merci pour vos recommandations de livres, Magic and The Labyrinth of Magic et L'Ange et le réservoir de liquide à frein. C'était de très belles découvertes et j'ai hâte d'aller lire tout ça. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de la nuit du dimanche, Radioverse of Multiverse. Et Chris, je te laisse la suite, je ne les ai pas en tête. Alors sur Instagram, c'est Radioverse of Multiverse et la nuit du dimanche. Et sur TikTok, c'est juste Radioverse of Multiverse. Les replays, c'est sur la nuit du dimanche.fr et écouter notre pauvre web radio, c'est sur radioverse.fr. Et ben je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau film. Ciao. Salut.